Bonjour, je suis Dominique Savary, je travaille au département de médecine d'urgence du CHU d'Angers et je suis très heureux de retrouver le docteur Nicolas Marjanovic de Poitiers. Et donc, Ah, nous nous retrouvons bien juste après le congrès Urgence 2022 pour évoquer les différents topos que vous nous avez faits sur l'oxygénation et la ventilation. Et ce que je vous propose, c'est d'abord de revenir sur le sujet de l'oxygénation haut débit. Est-ce que peut-être vous pouvez nous rappeler les recommandations qu'on avait jusqu'à présent et peut-être même de nous parler de la grande étude Florali qui a eu lieu dans votre CHU? bon, alors l'oxygénothérapie haut débit, hein, on est sur une technique qui a déjà quelques années et il n'y a pas véritablement de recommandations sur son utilisation d'urgence, mais ce qu'on sait, c'est que dans les services de réanimation, chez les patients qui sont en insuffisance respiratoire hypoxémique des nouveaux, ça a été associé avec une diminution de la mortalité par rapport à un traitement par ventilation non invasive ou oxygénothérapie conventionnelle. Sur les services des urgences, on a essentiellement une amélioration des paramètres cliniques. Il n'y a encore rien qui a été démontré sur le plan pronostic. Alors, on a été amené à beaucoup utiliser pendant cette crise Covid l'oxygénation haut débit, en particulier dans les services d'urgence. Quel a été l'apport de cette stratégie au cours de la crise qui nous occupe encore un petit peu aujourd'hui, mais qui a été très important depuis 2 ans? Alors, il y a eu un gros doute sur l'intérêt de son utilisation au début d'épidémie parce qu'il y avait il y avait la peur de la contamination du personnel soignant à cause de l'aérosolisation des virus. Ce qu'on a pu voir au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie, c'est que ça a permis de sauver un grand nombre de malades, notamment en limitant le recours à l'intubation, qui avait été associé en fait à un effet délétère pour les patients Covid. D'accord. Et donc, très intéressant, vous avez évoqué des études sur lesquelles vous avez travaillé sur l'oxygénation haut débit, en particulier dans l'œdème aigu du poumon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'intérêt de cette stratégie par rapport à de la CPAP ou de la VNI à 2 niveaux de pression, par exemple? Alors, ce qu'il faut bien se rendre compte, en fait, c'est que la ventilation non invasive, bon, c'est le traitement qui est recommandé dans la décompensation cardiaque, dans l'œdème aigu du poumon, notamment aux urgences. Sauf que c'est un traitement qui peut être mal toléré chez 5 à 15 des patients. Et en fait, le problème de tolérance, c'est souvent associé à l'échec du traitement. On sait que l'oxygénothérapie à haut débit, c'est un traitement qui est beaucoup mieux toléré que la ventilation non invasive et en soi, ça pourrait constituer une alternative chez les patients qui sont intolérants ou pour qui le confort est très faible sous ventilation non invasive. Ce qu'on a pu démontrer, notamment avec un travail qu'on a pu faire avec l'équipe des urgences de Montpellier, notamment avec le professeur Moustapha Seban, c'est que chez les patients en OAP les plus sévères, avec une insuffisance respiratoire hypercapnique, c'était associé à une amélioration clinique et à une normalisation de leur gazométrie et de manière à peu près similaire à ce qu'on pouvait observer sous ventilation non invasive. Parfait. Et donc là, ce qui était aussi très, très intéressant dans la présentation que vous avez faite, c'est que vous avez commencé à nous parler d'oxygénation haut débit avec l'hypercapnie. Est-ce que, au-delà de l'œdème aigu du poumon, on a de l'argumentaire sur des patients BPCO ou chez qui, jusqu'à présent, on n'osait pas? Alors, il y a encore assez peu d'études. Il y a quelques travaux chez les patients qui sont en BPCO stabilisés, qui montrent des effets plutôt bénéfiques. Il y a une étude italienne qui s'est intéressée aux patients en exacerbation de BPCO, qui a comparé à la ventilation non invasive et qui retrouve également des résultats similaires. Euh, Malgré tout, voilà, il y a encore assez peu d'études. À mon avis, c'est un traitement qui est prometteur dans cette indication-là, dans l'hypercapnie en général. Et comme pour l'OAP, comme ce que j'ai dit précédemment, très probablement chez les patients qui sont intolérants à la ventilation non invasive. C'est probablement chez ces patients-là que l'oxygénothérapie à haut débit aura le plus d'intérêt et le plus d'efficacité. Et donc, quand on se retrouve à l'urgence avec un patient qui a une détresse respiratoire, ça vous paraît très licite qu'on puisse commencer par exemple avec de l'oxygénation au débit avant d'avoir des résultats de gazométrie, de radio, etc., quitte à éventuellement changer la stratégie secondaire, mais finalement de beaucoup utiliser cette technique dans les services d'urgence, elle les sauve?
Ça les sauve très probablement. Il faut l'utiliser. À mon sens, c'est un traitement qu'il faut utiliser précocement. À partir du moment où on a un patient qui est en détresse respiratoire aiguë, euh, il va falloir envisager assez rapidement ce traitement en attente d'examens complémentaires qui pourraient orienter sur une autre thérapeutique type ventilation non invasive ou ventilation invasive. Oui, donc j'imagine qu'on va mettre en place, en plus des traitements conventionnels de la pathologie qui nous intéresse, Tout mais à quels fait. seraient pour vous les marqueurs de réussite de cette oxygénation au débit? Sur quels indicateurs on va se dire, ma stratégie fonctionne, le patient va mieux, comment on peut voir ça? Alors, bon, c'est avant tout sur les paramètres cliniques qu'on va juger de l'efficacité du traitement, comme pour tout support ventilatoire, parce que l'oxygénothérapie à haut débit est un support ventilatoire. Il va falloir réévaluer très régulièrement le patient et notamment le réévaluer à 1 heure. On peut le réévaluer sur le plan de la gazométrie aussi. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de rechercher des facteurs qui sont associés à l'échec du traitement. Il y a plusieurs scores qui ont été évalués, notamment le ROX Index, qui, à mon avis, est un score qui est tout à fait intéressant, qui peut parfaitement être utilisé aux urgences et qui est qui peut être associé à l'échec ou à la réussite du traitement, ce qui permet de faire évoluer la stratégie thérapeutique chez ces patients. Donc en fait, si je vous comprends bien, un patient qui a une détresse respiratoire, on lui fait son ROX index et parfois on s'aperçoit que finalement la stratégie, ce n'est pas la bonne, il faut peut-être l'intuber tout de suite, ce serait ça? Exactement. D'accord, ok. Et le marqueur fréquence respiratoire, c'est un bon marqueur d'amélioration du patient ou ce n'est pas suffisant? Alors, bon, le ROX Index intègre la fréquence respiratoire, la FiO2, la SpO2. Bon, la fréquence respiratoire, ça reste un excellent marqueur pour évaluer la gravité des patients. Ce n'est pas le seul marqueur qui a été utilisé pour évaluer l'échec du traitement, mais ça reste un marqueur à évaluer et à réévaluer très régulièrement. D'accord. Et donc, si on est amené, parce que le patient est trop grave et que le ROX index nous indique qu'il est plutôt à recours d'intubation et de ventilation mécanique, quelles sont vos recommandations? Parce que c'était une deuxième intervention que vous avez faite au cours du congrès sur la ventilation protectrice. Alors, déjà, d'une part, la ventilation protectrice, bon, ça a déjà quelques années, mais que ça soit aux urgences ou ailleurs, la ventilation protectrice, ça doit être pour l'ensemble des patients qui nécessitent une ventilation mécanique invasive. J'insisterai jamais suffisamment là-dessus. C'est essentiellement des paramètres de réglage, avec en premier lieu le volume courant, plutôt à 6 ml/kg de poids idéal théorique. On parle bien du poids sec qui va se calculer en fonction de la taille du patient. C'est une pression expiratoire positive chez la quasi-totalité des patients qui est au moins à 5 cm d'eau. Une FiO2 qui est contrôlée pour éviter l'hyperoxie des patients. Et c'est aussi le monitorage, notamment aux urgences, de la pression de plateau qui doit être inférieure à 28 cm d'eau. Donc, en fait, que les urgentistes s'approprient la technique de savoir mesurer la mécanique respiratoire de leurs patients, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui est fondamental. Alors, c'était très difficile il y a quelques années parce que les ventilateurs mécaniques dont on disposait aux urgences ne permettaient pas de le faire facilement. Maintenant, avec les nouveaux matériels dont on dispose, c'est assez simple à faire. Donc, il faut véritablement le faire. D'accord. Mesurer résistance, compliance, pour exactement Exactement. avoir une idée de base de notre patient et savoir vers quoi on va aller. Tout à Est-ce fait. que, docteur Marjanovic, vous aviez d'autres sujets que vous vouliez évoquer par rapport à ce qu'on vient de dire ou ce qui a été présenté pendant ce congrès sur la ventilation et l'oxygénation? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Écoutez, merci grandement pour toutes ces informations qui sont récentes, qui vont intéresser un grand nombre d'urgentistes. Je vous dis à bientôt sur Medscape France. Très bien.